Salut. Bienvenue à tous, c'est Nirvit, vous êtes sur la Biochronique et aujourd'hui dans ce 7e épisode, on va parler bactéries et un peu caca. Si vous ne le saviez pas encore, on vit en collaboration avec des bactéries. Beaucoup de bactéries. C'est une gigantesque population de bactéries et sans elles, on serait bien dans la merde. Le microbiote, c'est donc le nom que l'on donne à l'ensemble des bactéries du corps humain. Si vous voulez à peu près une estimation du nombre de colocataires que l'on a, un article de 2013 estime entre 15 et 30 000 espèces de bactéries différentes. C'est juste 10 fois plus que nos propres cellules. Mais du coup, elles sont où toutes ces bactéries? Eh bien, elles sont réparties dans différentes zones du corps humain qu'on va appeler des microbiomes. Le microbiome, c'est en gros l'écosystème où vont se développer les bactéries. C'est les zones de notre corps, quoi. Et on parle de microbiote pour les populations qui vivent dans ces écosystèmes. Les principaux microbiomes sont ceux des muqueuses nasales, buccales et vaginales, mais on a aussi le microbiome de la peau et des poumons, et le plus gros d'entre tous, le microbiome intestinal. Bien évidemment, dans cette biochronique, je ne vais pas vous parler de la totalité des espèces de bactéries. Je ferai beaucoup de bactéries. Je vais seulement citer les principaux et parler uniquement du plus gros et plus intéressant des microbiotes, à savoir le microbiote intestinal, aussi appelé flore intestinale. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres sont inintéressants, ni inutiles à notre organisme. C'est juste que le microbiote intestinal est le plus complet et le plus étudié de nos jours. Du coup, comme je le disais, c'est le plus gros et le plus important des microbiotes, que ce soit en termes de recherche ou simplement de notre vie de tous les jours. Ce microbiote est source de relations symbiotiques avancées. Pour faire simple, une symbiose, c'est une sorte d'association avec des interactions positives pour les deux colocataires. C'est une sorte de cohabitation très étroite entre organismes. Il y a une différence à faire entre symbiose et parasitisme. La symbiose est positive pour les deux parties, alors que le parasitisme est positif à un seul parti. Le parasite va la plupart du temps spolier son hôte. Le microbiote intestinal a énormément de rôles différents. Il intervient bien évidemment dans la nutrition, mais pas que. On peut le retrouver dans énormément de voies métaboliques, de l'immunité, de la fermentation de biomolécules, etc., etc. Il agit même au niveau de notre génétique. La modification de notre microbiote intestinal peut avoir des conséquences graves et provoquer l'émergence de différentes pathologies pouvant aller du simple maux de ventre à un cancer par exemple. Ça faisait très longtemps qu'on supposait l'existence de ce microbiote intestinal, mais les moyens techniques étaient un énorme frein à l'avancée scientifique. Mais en 2008, l'étude META-HIT est lancée, coordonnée par l'INRA. Le but de cette étude est tout simplement de séquencer l'intégralité du génome microbien de notre organisme. Rien que ça. Et tout ça grâce à une nouvelle technique, le séquençage haut débit. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi les bougres. C'est pas moins de 3,3 millions de gènes appartenant à plus de 1000 espèces différentes qui ont été séquencées. À partir de là, on a eu énormément de possibilités d'études sur le microbiote intestinal, comme par exemple estimer la localisation des différentes colonies bactériennes, comme par exemple celui de l'estomac où on pensait qu'il était impossible que des bactéries survivent à un milieu aussi acide. Pour rappel, le pH de l'estomac est d'environ 1,5, ce qui est assez acide. Bon, du coup, ok, on a plein de bactéries dans le bide, mais c'est qui ces bactéries? Je vous jure, vous vous posez la question. Et bah en fait, le microbiote intestinal est propre à chaque individu. Un peu comme les empreintes digitales. Il varie d'un individu à l'autre, mais on a bien évidemment une sorte de base solide de 15 à 20 espèces communes. On peut notamment citer Escherichia coli, qui est une des bactéries les plus importantes de la biologie en termes de recherche, ou encore les lactobacilles, des bactéries qui sont présentes dans les produits laitiers et qui nous permettent de digérer le lactose. Comme je le disais au début, le microbiote intestinal nous aide dans énormément de domaines. Et le plus évident reste encore la nutrition. Nos cellules ne sont pas capables de tout dégrader, comme le lactose dont j'ai déjà parlé, ou encore certaines fibres végétales. Et c'est là qu'interviennent les bactéries de notre microbiote intestinal qui vont prendre en charge cette dégradation et ensuite nous fournir
les produits de cette dégradation qu'on va pouvoir facilement assimiler. Il nous facilite l'assimilation des différents nutriments, notamment avec des gros paquets d'enzymes que l'on ne possède pas dans nos cellules. Les nutriments, c'est en gros des éléments nutritifs qui n'ont pas besoin de digestion pour être assimilés. Ils nous aident également à prédigérer les sucres. Ils nous fournissent beaucoup de vitamines qu'on ne synthétise pas naturellement, comme la vitamine K, qui est nécessaire à la coagulation sanguine. Je vous renvoie bien évidemment à la biochronique sur le système immunitaire. Et enfin, il intervient dans de nombreuses voies métaboliques comme celle du calcium, du magnésium ou des acides gras. Acides gras qui sont des lipides qui ont un rôle essentiel dans les structures cellulaires, mais également dans le stockage de l'énergie. Grâce à tous ces mécanismes, nos besoins énergétiques sont diminués de 20 à 30%. Mais le microbiote intestinal a également de nombreux rôles très peu connus, comme ce rôle de barrière de défense du tube digestif contre différents pathogènes comme des virus, d'autres bactéries étrangères ou encore des parasites, que ce soit juste par la présence des bactéries de notre microbiote ou par les différentes substances qu'elles sécrètent. Maintenant, on va passer à son rôle le plus fou, c'est-à-dire l'action du microbiote intestinal sur notre cerveau. On appelle ça l'axe microbiote cerveau et il est extrêmement utile. Déjà, le microbiote favorise le développement du cerveau, mais aussi son bon fonctionnement en renforçant la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière physiologique qui se trouve entre nos vaisseaux sanguins et notre système nerveux central. Mais pas seulement, le microbiote intestinal aurait un rôle dans le stress, l'anxiété ou encore la dépression. L'année dernière, une étude joliment appelée The Neuroactive Potential of the Human Gut's Microbiota in Quality of Life and Depression, publiée dans le très prestigieux journal Nature, les chercheurs ont trouvé des relations entre manque de diversité microbienne dans le microbiote intestinal et la dépression, et notamment au manque de deux bactéries, les Coprococcus et les Dialystères. L'étude est également allée plus loin en prouvant que le microbiote de personnes dépressives contenait des bactéries responsables de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn qui est une inflammation chronique de l'intestin. Et suite à ça, de nombreuses études ont vu le jour pour établir une relation précise entre microbiote intestinal et dépression. Et c'est pas tout, des études tendent à prouver des relations entre microbiote intestinal et autisme, avec des résultats très concluants grâce à une méthode de transfert de microbiote où après 2 ans, on a une réduction de 50% de la sévérité des symptômes. Et puis plein d'autres rôles potentiels comme la relation entre microbiote intestinal et schizophrénie, mais pour ça, va falloir attendre encore pas mal de temps pour avoir de réelles pistes thérapeutiques. Mais le plus important de nos jours, c'est la relation entre microbiote intestinal et obésité/diabète, où on a établi un lien direct entre obésité et baisse de diversité microbienne du microbiote intestinal. Certaines études ont montré qu'en transférant le microbiote d'une personne obèse à des souris, bon en gros on donne à bouffer du caca à ces pauvres souris, les souris devenaient à leur tour obèses. Grâce à des études comme Microbial Ecology Human Guts Microbe Associated with Obesity, publiées dans Nature en 2006, on peut espérer avoir des solutions à l'obésité et au diabète, malgré qu'aujourd'hui encore, ces relations soient controversées. Et je pense que ce sera tout pour cette biochronique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que la biochronique est une émission où vous pouvez avoir votre choix, notamment en me proposant des sujets de vidéos directement en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre le classique like, commente, partage. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!